l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Pour la deuxième fois de son pontificat, Léon XIV a convoqué les cardinaux du monde entier, électeurs et non-électeurs, pour 2 journées d'échange au cours d'un nouveau consistoire. Alors on va essayer de comprendre les enjeux de ce rendez-vous grâce au regard de notre vaticaniste maison Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican et directrice générale de KTO. Bonjour Philippine. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Alors aidez-nous Philippine, on va peut-être commencer par rappeler qu'est-ce que c'est un consistoire. Ceux auxquels on est le plus habitué, c'est les consistoires ordinaires. Ce sont ces réunions de cardinaux, principalement ceux qui travaillent avec le pape à Rome, au Vatican, à la curie romaine, que le pape peut convoquer, par exemple, pour valider les nouvelles causes des saints, proclamer de nouveaux saints, ou encore d'ailleurs pour créer des nouveaux cardinaux. Ça, c'est ce qu'on a le plus l'habitude d'entendre quand on entend parler de consistoire, en tout cas ces dernières années, parce que c'est ceux que le pape François a le plus pratiqué. Mais il existe des consistoires extraordinaires qui sont prévus par le droit canon, qui sont justement des réunions de tous les cardinaux du monde, tous ceux qui peuvent venir auprès du pape pour faire leur travail de conseiller du pape qui veut les consulter sur une matière urgente ou grave de la vie de l'Église. C'est quoi justement la mission fondamentale d'un cardinal ? C'est ça. En fait, un cardinal, ça n'est rien d'autre que ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce sont des hommes que le pape choisit pour l'aider, pour le conseiller sur des questions de grande importance, soit collectivement, dans un consistoire comme celui qui s'ouvre, soit individuellement, le pape peut les appeler en raison de leurs compétences sur une région particulière ou sur un sujet particulier. À l'origine, cardinal, ça vient de pivot, le cardo. Donc, ce sont ces pivots qui soutiennent la réflexion du pape et sa compréhension du monde. Alors c'est quelque chose qui fait beaucoup gloser certains analystes, ce collège cardinalis. On en a longuement parlé l'année dernière au début du conclave. À quoi ressemble le collège actuel des cardinaux ? Il a déjà un petit peu changé en fait depuis le conclave de l'an dernier. Il y en a une quinzaine qui a passé la barre fatidique des 80 ans. Vous savez, on en a beaucoup parlé en 2025. Un cardinal moins de 80 ans, il est électeur en cas de conclave. Plus de 80 ans, il participe à la réflexion préalable, mais il n'entre pas en conclave. Donc c'est quand même une barrière assez importante. Il y en a une quinzaine qui ont passé 80 ans et il y en a 11 qui sont morts depuis l'arrivée de Léon XIV sur le trône de pierre. C'est déjà donc le 2e consistoire extraordinaire convoqué par Léon XIV en un an. Pourquoi cette densité de consistoire ? Parce que ça fait partie de la manière de gouverner de Léon XIV, à la fois par disposition personnelle et par le mandat qu'il a reçu en quelque sorte, même si le pape n'est jamais tributaire de choses qu'on lui aurait demandées avant son élection. C'est pas une démocratie participative. Pas du tout. Il n'a pas été choisi sur un programme et nommé par un parti. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour autant, il a bien vu, et les cardinaux en ont beaucoup parlé, lui y compris, dans les semaines qui ont précédé le conclave, que les cardinaux ne se connaissaient pas, précisément parce qu'ils n'étaient pas réunis souvent et qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Et ils ont passé beaucoup de temps à essayer de trouver comment ça marche. C'est pas simple quand même de travailler à 240 ou plus. Et ils se sont dit que ça faisait partie des choses qui devaient changer. Donc, dès le lendemain de son élection, vous en souvenez peut-être, Léon XIV a célébré la messe traditionnellement prévue avec les cardinaux, puis il les a réunis. Et puis il leur a dit, la charge est beaucoup trop lourde pour un homme tout seul, moi je compte m'appuyer sur vous, j'ai besoin de vous et j'ai besoin de vous aussi pour vous entendre, pour que vous me disiez ce que vous pensez, ce que vous observez. Et donc, quand il a convoqué ce consistoire extraordinaire les 7 et 8 janvier dernier, on n'était pas très surpris. C'était pile le lendemain de la fin du jubilé. Jusque-là, l'agenda était très contraint par l'année sainte. Dès le lendemain, première action du pape libre de son agenda, convoquer les cardinaux pour dire « bon, et maintenant, travaillons ensemble, réfléchissons ensemble ». Sauf que c'était sur 2 jours très très courts et donc pas suffisamment de temps. Donc immédiatement, il a reconvoqué ce consistoire pour la fin juin et en annonçant déjà que désormais, il y aura une réunion annuelle des cardinaux sur une semaine complète de 4 à 5 jours pour précisément laisser le temps, avec une séance le matin, une séance l'après-midi, de travailler.
C'est un peu donc la deuxième étape de ce consistoire de 2026. Comment ça va se dérouler ces 2 jours? Est-ce qu'on connaît un peu l'agenda? Oui, alors on connaît le programme qui est très ordonné, la messe célébrée le matin à la basilique Saint-Pierre très tôt, les travaux ouverts par le pape lui-même, et puis des séquences de travail, 9h30, 12h45 pour le matin, 16h, 19h30 pour l'après-midi. Vous savez qu'à Rome, il y a la sieste romaine après le déjeuner. Très important. Sur les heures les plus chaudes. Et alors, ça va se passer en groupe de partage comme au synode, en fait. C'est à huis clos. Il y a 9 groupes qui réunissent les cardinaux électeurs qui sont en action pastorale, en responsabilité pastorale dans le monde. Et puis, il y a des groupes avec des cardinaux de curie et des cardinaux de plus de 80 ans. Et le pape a déjà dit, les cardinaux électeurs du terrain seront prioritaires dans la remontée de leurs suggestions, de leurs réflexions, parce que précisément c'est cela d'abord que je veux entendre. Alors vous venez de rappeler qu'il y avait bien sûr des cardinaux au sein de la curie. Est-ce qu'il y a des nominations attendues? Alors on attend en fait depuis un an, j'ai envie de dire, un certain nombre de nominations parce que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui en fonction ont dépassé les dates limites, soit parce que ils sont à la fin de leur deuxième mandat et la constitution apostolique promulguée par le pape François, Predicate Evangelium, la fameuse réforme de la curie, prévoit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc s'ils ont fini leur deuxième mandat, normalement ça ne peut pas continuer. Il y en a d'autres qui ont passé l'âge limite. Et donc oui, on attend beaucoup de nominations. Le dicaster pour le développement humain intégral, le cardinal Czerny, il va avoir 80 ans en juillet. Le cardinal Corr, il a plus de 15 ans de service. Le cardinal Kevin Farrell est en fin de mandat au dicaster pour les laïcs qu'il occupe depuis 2 quinquennats, mais il occupe aussi beaucoup d'autres fonctions au Vatican. Le cardinal Roche a dépassé la limite d'âge. Voilà. Alors, il y a déjà eu une petite nomination, pas petite du tout pour nous. C'est le dicaster pour la communication, Paolo Ruffini, l'actuel préfet, qui est un laïc. C'est pas le même âge de retraite, c'est 70 ans pour les laïcs. Il arrivait à l'âge de la retraite. On a appris il y a quelques jours, finalement, la nomination de celle qui va lui succéder en novembre, Montse Alvarado, une consoeur de EWTN, la télévision américaine, qui prendra donc cette responsabilité et qui est la première femme civile laïque à devenir chef d'un dicaster. Mais on attend beaucoup de nominations. On attend du pape Léon qu'il constitue son équipe rapprochée à la curie romaine. Donc ce sera à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra bien. Philippine, parlons maintenant des thèmes qui ont été annoncés pour ce temps de consistoire. Le premier thème, c'est la situation internationale. Les cardinaux vont réfléchir aux souffrances, tensions et interrogations du monde. Est-ce qu'on sait justement de quoi ils vont parler ? Alors, le tout premier thème, ça va être la mission. Le tout premier thème, c'est de quelle façon est-ce qu'on est appelé à annoncer l'Évangile dans ce monde qui est tellement perturbé, tellement souffrant en de nombreux endroits. Et ça nous dit bien que c'est la mission qui prime, la raison d'être de l'Église, c'est celle-là, elle n'en a pas d'autre. C'est pas comme une assemblée de l'ONU où on a des dossiers dont certains seraient prioritaires. Le dossier, c'est comment est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle du salut la nature même de au l'Église. monde. C'est sa raison d'être. Évidemment, ça se passe dans un temps incarné. Et donc, dans ce temps qui est le nôtre, on le sait bien, il y a de nombreux conflits qui ravagent la planète. On sait aussi l'importance d'être apôtre de la paix pour le pape Léon XIV depuis le début de son pontificat. Donc c'est un sujet absolument central. C'est un sujet d'autant plus central qu'on est à un moment où la culture de la puissance devient de plus en plus importante. Elle s'oppose évidemment à la civilisation de l'amour. Donc voilà, la première journée, finalement, ce sera ça, la mission aujourd'hui, et puis la culture de la puissance face à la civilisation de l'amour. On sait aussi qu'une large partie du consistoire sera consacrée à la nouvelle encyclique, Magnificat Humanitas. Pourquoi est-ce que ce texte est si important dans ces premiers mois du pontificat, cette première année ? Alors, c'est pas parce que le pape veut obliger ses collaborateurs à lire sa prose. C'est parce que précisément cette encyclique, comme c'est une encyclique de la doctrine sociale, elle couvre absolument tous les champs
de l'apostolat et tous les champs de la vie humaine, de l'organisation. Puisqu'on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, mais c'est toute la doctrine sociale qui est ça parle présente. aussi de la vie économique, ça parle de la famille, ça parle de l'éducation, ça parle de construire un monde de paix. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est programmatique en ce sens, parce que ça donne des directions dans lesquelles travailler. Un des sujets les plus commentés, c'est aussi cette réflexion autour de la notion de guerre juste. C'est pas un sujet nouveau dans l'Église, mais quel est justement l'objet du débat ? L'objet du débat, c'est l'interprétation que l'on fait de la notion de guerre juste. C'est une notion qui a été héritée de la Rome antique, qui a été reprise évidemment par saint Thomas d'Aquin et par saint Augustin. Et donc c'est une notion sur laquelle Léon XIV, quand il était encore Robert Francis Prévost, a déjà beaucoup écrit et beaucoup travaillé. Mais il se trouve que à l'époque contemporaine en particulier, il y a une manière de lire ce qui jusqu'ici philosophiquement définissait une guerre juste, qui a en quelque sorte tourné. Twisté, on dirait presque en faisant un anglicisme, et qui permet à certains de justifier avec l'argumentaire de la guerre juste des agressions qui n'en sont pas. Et donc il y a probablement une nécessité, en tout cas c'est ainsi que le pape le présente depuis quelques mois, de mettre à jour ce qui peut être utilisé comme argument pour déterminer qu'une guerre soit juste. Jusqu'ici, il y en a 4. Il faut que le dommage causé par l'agresseur soit durable, grave et certain, que tous les autres recours pour résoudre le différend aient été épuisés, que les guerres aient des chances sérieuses de succès et qu'elles n'entraînent pas de conséquences plus graves. C'est la question de la proportionnalité. Aujourd'hui, ce sont des arguments qui sont parfois utilisés pour des interventions de tiers à d'autres bouts de la planète. C'est pas possible. Et donc, sans doute, le Vatican ne va-t-il pas changer le catéchisme sur ce sujet, puisque c'est une notion qui est présente dans le catéchisme, mais préciser comment, dans l'optique d'aujourd'hui, avec les arguments d'aujourd'hui, on peut ou on ne peut pas faire mention d'une guerre juste. Peut-être un mot sur un autre thème de ce consistoire, c'est la mise en œuvre du synode voulu par le pape François. On est d'accord qu'avec Léon XIV, on n'a pas tourné la page. L'Église est bien synodale. Bien sûr, d'ailleurs, la manière de travailler est celle du synode pour les cardinaux entre eux, avec cette écoute de la parole et de l'esprit, et puis cette écoute les uns des autres, ce discernement collectif. Mais ça va au-delà d'une méthode. Peut-être l'inflexion que donne Léon XIV, c'est réarticuler la synodalité qui concerne tout le monde et la collégialité qui concerne ceux qui ont été appelés à une tâche particulière dans l'Église, les évêques dans les pays et sur le terrain. Et puis là, en l'occurrence, pour ces 2 jours, les cardinaux. Alors, on vient d'évoquer ces grands thèmes. En même temps, ces travaux sont confidentiels. On ne connaîtra pas le détail des échanges. Alors, à quoi faudra-t-il être attentif à l'issue de ce consistoire, Philippine ? Eh bien, à ce que le pape en dira précisément, parce que l'introduction et la conclusion sont faites par le pape, sont publiques et sont en direct sur KTO. Très bonne transition. Je rappelle qu'effectivement, vous pourrez suivre à partir de 9h30 sur notre antenne cette ouverture du consistoire. Merci beaucoup, Philippine de Saint-Pierre, d'avoir été avec nous ce matin sur Merci, KTO Radio. bonne journée. Bonne journée.